Des enfants qui essaient de s'évader, dormaient avec des chaînes aux pieds, etc. Ils étaient entravés, mendiés. À partir de 1855, s'ouvre à Ajaccio, au lieu-dit Moulinaccio, un établissement pénitentiaire correctionnel pour enfants, pudiquement appelé Colonie horticole de Saint-Antoine. Pendant 11 ans, toutes les fortes têtes, les insubordonnés, mais aussi les vagabonds et les voleurs de pommes des grandes villes du continent seront dirigés vers ce qui allait devenir un véritable bagne. Plus de 1000 jeunes passeront par Saint-Antoine. Il en viendra de toute la France. Parmi eux, Jean Viala. Jean a 10 ans lorsqu'il arrive en Corse. Orphelin de père, il est condamné à 10 ans de colonie pour vol à l'étalage par la Cour impériale de Montpellier en 1856. Pendant toutes ces années, il sera malgré lui le témoin d'un système qui ira jusqu'au bout d'une logique implacable. Mettre au pas tous ceux qui ne rentrent pas dans le rang d'une société française en pleine mutation. Saint-Antoine est le fruit de 60 ans d'histoire mouvementée et de questionnements autour de l'enfermement des mineurs. Une histoire jalonnée par la création de dizaines d'établissements dans lesquels des milliers d'adolescents vont perdre leur âme et souvent leur vie. Vagabonds, maraudeurs, orphelins, dans la France du début du XIXe siècle, ils sont nombreux à voler, mendier ou courir le pavé pour améliorer l'ordinaire ou pour subsister dans un pays en proie à une très grande pauvreté, notamment à la campagne où les mauvaises récoltes se succèdent. À Paris et dans les grandes villes, la situation n'est guère meilleure. La bourgeoisie montante côtoie la pauvreté et la misère. En ce début de XIXe siècle, l'instabilité politique va de pair avec la fragilité d'une économie en pleine mutation qui voit pointer les prémices de la révolution industrielle et des bouleversements sociaux qui l'accompagnent. Une nouvelle classe laborieuse aux conditions de vie misérables apparaît et les villes comme Lyon ou Paris voient se développer un terreau propice à la délinquance juvénile. Une trentaine d'années plus tôt, la Révolution française avait posé les premières bases d'un texte autour de l'enfermement des mineurs. On ne peut traiter et condamner de la même manière des enfants, fussent-ils terribles, et des adultes. En 1791, une loi fixe la majorité pénale à 16 ans. Pour la première fois, la justice différencie pénalement le mineur de l'adulte. Avec la Révolution, les grands idéaux du siècle des Lumières refont leur apparition. Mais en ces temps troublés, l'idée philanthropique d'une prison qui amende et qui réhabilite l'individu est vite abandonnée. La dissuasion par la crainte prend le dessus. Seul l'abandon officiel de la torture du prisonnier apparaît comme un progrès humaniste. Désormais, tout condamné à mort aura la tête tranchée. En 1810, 6 ans après le Code civil, le Code pénal de Napoléon reprend la notion de majorité pénale à 16 ans et développe dans son article 66 la notion de discernement et de non-discernement. Autrement dit, la responsabilité du jeune devant ses actes. Tout d'un coup, l'enfant n'est plus considéré comme un adulte miniature et que donc l'enfant va avoir besoin d'être pris en charge de manière particulière par rapport à l'adulte, puisque ça va être considéré comme un temps particulier. Et ça, c'est tout le cheminement des Lumières, de la Révolution, et qui va maturer au XIXe siècle, et qui va donner dans le Code pénal cette idée qu'il y a une minorité et une majorité pénale. C'est quand même un point très important, qui jusque-là n'existait pas. Donc quand vous avez moins de 16 ans, vous êtes pour la justice un mineur pénal, donc vous n'avez que la moitié de la peine par rapport à un majeur. Et ensuite, quand vous êtes un mineur pénal, on doit vous poser la question du discernement. Est-ce que vous étiez en toute conscience de l'acte que vous avez commis? Et si vous n'étiez pas en toute conscience, alors vous êtes non discernant et donc vous êtes acquitté
mais effectivement, la loi dit que vous avez besoin d'être corrigé pour ne pas avoir à réitérer votre acte. Et on est confronté à un système complètement absurde, c'est-à-dire que le discernant responsable, lui, il va être envoyé dans une prison, il va y rester 6 mois et ensuite il retrouve la liberté, puis il était condamné à 6 mois, tandis que le non-discernant, il est mis dans une maison d'éducation correctionnelle qui en fait n'est qu'une prison. Il est là pour être élevé et détenu, mais dans un régime qui est le régime d'une prison, et lui, il restera jusqu'à 16 ou 20 ans. Donc, si vous voulez, la législation révolutionnaire, elle est intéressante, son application est absurde. Sous Napoléon, il va y avoir une autre forme de réponse. Et cette autre forme de réponse, c'est la conscription. C'est-à-dire que, en définitive, c'est l'armée napoléonienne qui va remplir le rôle pour les discernants et les non-discernants. Et ces gamins qui ont été condamnés ou pour lesquels on envisage une éducation correctionnelle, eh bien, ils vont être engagés dans la grande armée. Et la plupart du temps, ils termineront leur vie entre Moscou et Paris. Sous le règne de Louis XVIII, pendant la première Restauration, la question de l'enfermement des mineurs continue d'alimenter les débats et différentes études voient le jour. Des projets qui resteront lettres mortes, mais qui poseront les bases d'une réflexion autour de la question de la séparation des adultes et des enfants. Alors, la petite Roquette, on va créer enfin la maison d'éducation correctionnelle que souhaitait la Révolution française. On la crée quasiment 40 ans après, hein, mais dans un espace pénitentiaire, hein, qui est très influenté par une théorie anglaise qui est la théorie du panoptique, c'est-à-dire que dans cette institution, tout doit être centré sous la surveillance. Il faut que l'enfant, car la petite Roquette ce sera pour les mineurs, hein, il faut que l'enfant se sente en permanence sous la surveillance des hommes et sous la surveillance de Dieu. L'enfant est dans sa cellule, mais tous les jours, il va à la messe et il suit un cours dans cet amphithéâtre qui est au cœur même de la petite Roquette. Et là, comme il faut que le silence soit absolument respecté, on invente. Combien de temps ça a fonctionné, je suis bien incapable de le dire. On ne sait pas très bien. Hein, une partie des archives de la petite Roquette ont brûlé pendant la Commune. On invente un petit wagonnet, un petit train, qui circule dans les grands couloirs de la petite Roquette. Ce petit train est actionné par les gardiens. Chaque petit wagonnet s'arrête devant une cellule, le gardien ouvre la porte, le jeune détenu met une cagoule noire sur sa tête, il entre dans le petit wagonnet, les petits wagonnets s'acheminent vers l'amphithéâtre, et dans l'amphithéâtre, le jeune détenu entre dans une alvéole qui l'empêche de communiquer avec à gauche et à droite. Il n'a comme angle de vue que l'endroit où effectivement le prêtre dit la messe ou l'instituteur délivre son cours, et c'est à ce moment-là qu'il enlève sa cagoule noire. Ensuite, retour. Ces gamins, ils sont arrivés en 1830, hein. C'est là le début de l'industrialisation. Et l'industrialisation, elle va durer 40 ans. Donc l'image de la peur sociale et du fléau social, c'est une image qui va être dominante jusqu'à la fin du 19e siècle et qui va justifier ces institutions. Au silence rédempteur doit se substituer la nature rédemptrice. Face au principe carcéral de la petite Roquette, des voix se font entendre pour condamner l'enfermement et l'isolement. Ce courant philanthropique, conduit par La Rochefoucauld, Alphonse de Lamartine, mais aussi la famille royale et de nombreux penseurs issus de la philanthropie sociale, soutient qu'il faut enlever ces enfants à la corruption des villes et les envoyer dans le monde rural en leur donnant une formation agricole pour les ramener aux principes fondamentaux, la salubrité, l'ordre et la moralisation.
Sauver le colon par la terre et la terre par le colon. Cette formule de Charles Lucas, inspecteur général des prisons, symbolise parfaitement le courant des colonies agricoles pénitentiaires, dont la première et la plus célèbre fut celle de Mettray, en Indre-et-Loire, fondée par Frédéric Auguste de Metz. Et le courant agricole, c'est vrai qu'il vient de la philanthropie sociale, et en particulier avec un personnage qui est de Metz, un magistrat, qui lui, depuis des années à Paris, envoie des gamins à Petite Roquette, parce qu'il se doute bien que ce n'est pas la solution. Et lui aussi, de Metz, il va voyager, il va aller en Prusse. Et là, en Prusse, il va trouver une colonie agricole protestante qui l'intéresse beaucoup, à Horn. Et puis ensuite, il va aller en Angleterre. Là, en Angleterre, il va trouver un système beaucoup plus dur. C'est ce qu'on appelle les workhouses. Alors là, je vous renvoie un peu à Charles Dickens. Il a beaucoup parlé des workhouses, des maisons de travail, où là, on prépare les jeunes enfants vagabonds anglais à devenir les futurs colons des colonies britanniques. Donc un régime extrêmement dur. Hein. Si vous voulez être colon là-bas en Afrique, hein, il vaut mieux s'aguerrir. Donc un système très dur. Et il va créer Mettray, je dirais, à partir de ces deux références-là. La colonie agricole de Mettray reçoit ses premiers colons en 1840. C'est une colonie privée. Mettray est un hameau où les travaux agricoles et l'artisanat sont le quotidien des enfants. L'éducation est à la fois militaire, morale et religieuse. Les jeunes colons qui y sont envoyés viennent de toute la France, coupables le plus souvent de petits délits, de vagabondage, ou bien placés par leurs parents dans le cadre de la correction paternelle. Il faut vous imaginer des colonies agricoles avec en moyenne 300-400 enfants. On a donc des enfants qui peuvent avoir 3-4 ans et des jeunes adultes qui peuvent avoir 20-21 ans. Donc il faut imaginer cette promiscuité-là, hein, et cette mixité-là dans les âges, avec des placements qui peuvent durer 5, 6, 7, 10 ans. Et c'est même Mettray qui a lancé le modèle de la colonie privée, et dans un registre qui est bien le registre, alors je dis la bienfaisance sociale entre guillemets, parce que très rapidement on se rendra bien compte que certaines familles qui ont comme ça des terres à faire fructifier vont se faire agréer comme colonies agricoles pour recevoir des gamins qu'elles vont traiter de manière absolument scandaleuse uniquement pour faire fructifier le domaine. À Paris, suite à des soulèvements ouvriers, la monarchie parlementaire de Louis-Philippe tombe. La Seconde République est proclamée le 4 novembre 1848. À la surprise générale, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de l'ancien empereur, est élu premier président de la République française au suffrage universel pour 4 ans, avec près de 5 millions de voix. La politique de la Seconde République est un mélange entre un libéralisme autoritaire et un socialisme utopique. Cette période est marquée par un développement industriel, économique et financier porté par une forte croissance mondiale. Le contexte économique et social de l'époque, la mise en place progressive de structures destinées aux enfants et la possibilité faite aux parents de placer eux-mêmes leurs enfants en colonies agricoles expliquent la présence, en 1849, de près de 5000 enfants dans les maisons d'arrêt et les diverses colonies agricoles. Le 5 août 1850, le législateur vote une loi sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus qui entérine la création et le développement des colonies agricoles sur le modèle de Mettray pour les enfants acquittés au titre de l'article 66
c'est-à-dire jugés non responsables de leurs actes, non discernants selon le terme juridique de l'époque. Avec cette loi, le législateur prévoyait également que les jeunes qui posaient de graves problèmes de discipline dans les colonies, ainsi que les enfants condamnés à plus de 2 ans d'emprisonnement, seraient conduits dans une colonie correctionnelle gérée par l'État, où ils seraient soumis à une discipline répressive. Dès son arrivée au pouvoir, Louis-Napoléon Bonaparte avait envisagé d'employer un certain nombre de condamnés, adultes et enfants, à des travaux à l'extérieur des murs des prisons, conformément à ses idées exprimées en 1844 dans son ouvrage « L'extinction du paupérisme ». En 1851, le ministère de l'Intérieur charge l'inspecteur général Louis Perrot d'une mission en Corse et en Algérie pour l'établissement d'une colonie. Suite à son rapport, la décision est prise d'implanter des colonies pénitentiaires agricoles en Corse. Si, comme je l'espère, nous évitons par des soins les maladies et les mortalités, rien alors ne s'opposera au succès et à la prospérité de ces établissements. On y trouvera une somme féconde de travaux productifs qui, dans toutes les saisons et pendant de longues années, fournira à une population très nombreuse des occupations agricoles qui amélioreront en même temps les détenus et les terres incultes de la Corse. L'objectif de départ, c'était en 1852, c'était de déplacer, dans un premier temps, d'entre 10 et 15% de la population pénale française vers la Corse pour fournir des bras pour l'agriculture qui a manqué énormément. En fait, il y a un plan. Dès 1849, avant même que Napoléon III ne devienne Napoléon III, il n'est encore que le prince-président ou le président Louis-Napoléon. Il confie à l'un de ses intimes corses, futur ministre de la Justice, Abatucci, la mission de réunir dans l'ensemble des ministères les dossiers concernant la Corse. Monsieur le ministre, après avoir visité l'Algérie, puis la Corse, je suis en mesure de vous dire que l'emplacement idéal pour cette nouvelle colonie correctionnelle est la Corse, et plus précisément Ajaccio, au lieu dit Saint-Antoine. L'isolement de la Corse me paraît être une excellente solution pour ce type d'établissement. Parfait, voilà qui va faire plaisir à l'empereur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec notre nouveau ministre de la Justice, M. Abatucci, l'empereur est très attaché au développement agricole de l'île. Voilà donc une main-d'œuvre toute trouvée. C'est donc dans ce contexte que sont créés simultanément, par décret, en septembre 1854, le pénitencier agricole de Cotti-Chiavari pour les détenus adultes et la colonie correctionnelle de Saint-Antoine pour les plus jeunes. Saint-Antoine est une colonie disciplinaire publique gérée par le ministère de l'Intérieur. Toutes les fortes têtes des autres colonies agricoles de la métropole y sont envoyées. Elles s'installent à 3 km de la ville d'Ajaccio, au lieu dit Moulinaccio, sur 325 hectares de terrains municipaux, provenant d'un legs du cardinal Fesch, l'oncle de Napoléon Ier. Malgré le cadre enchanteur du golfe d'Ajaccio, la vallée de Saint-Antoine, au XIXe siècle, est loin d'être un lieu de villégiature. Elle était infestée par les fièvres que les habitants contractaient durant les premiers mois chauds. Dès le début de l'été, la vallée était abandonnée par les bergers qui migraient avec leurs troupeaux vers les hauteurs. Pour cultiver les plaines, il fallait éradiquer la malaria. C'est dans ce sens-là que Napoléon III, avec le ministre Abatucci, ont choisi la Corse pour justement éradiquer toutes ces maladies et mettre en culture ces plaines qui, on dit qu'à l'époque de Rome, elles étaient extrêmement fertiles. En janvier 1855, au petit matin, ils sont une centaine d'enfants et jeunes adultes à débarquer sur le port d'Ajaccio en provenance de Marseille. Dès leur arrivée, ils sont mis au travail pour ouvrir une route entre Ajaccio et leur baraquement. Principalement originaires de la région parisienne, de la Bretagne ou du Nord, ils ont entre 8 et 21 ans. Certains sont là parce qu'ils ont été exclus de Mettray ou d'autres colonies pour indiscipline. On y trouve également tous ceux dont on veut se débarrasser, comme ces jeunes gens coupables d'homosexualité, expulsés de la colonie de Drouer en région parisienne. Monsieur le préfet, je vous informe de l'arrivée de 2 enfants infirmes, hors d'état de se livrer à des travaux agricoles.
Courteville-Auguste Lucien, qui a la tête de l'humérus hors de sa cavité et 4 côtes enfoncées en provenance de Gaillon. Et Benoît-Paul Lucien, en provenance de Clairvaux, qui a une maladie cutanée et le bras droit cassé. Avec l'arrivée des premières chaleurs, les jeunes colons n'avaient pas quitté le fond de la vallée de Saint-Antoine qui était infectée par le paludisme. Le premier été de la colonie pénitentiaire fut meurtrier. Bonnefoy Mathieu, décédé le 28 septembre 1855. Wechter Henri, décédé le 29 septembre. Rioulou Sylvestre, décédé le 1er octobre. Daudet Sébastien, décédé le même jour. Joly Julien, décédé... Durant les mois qui suivirent l'été 1855, 25 enfants devaient trouver la mort, 16 rien que pour le mois d'octobre, soit près d'un tiers de l'effectif de la colonie. Monsieur le directeur, ça ne peut plus durer. Hier encore, il y a eu 2 décès. C'est arrivé tellement vite que le malheureux n'a pas eu le temps de recevoir les derniers sacrements. Il me faut plus d'aide. Les 2 jeunes qu'on m'avait envoyés sont inexpérimentés. Et puis il nous faut de la viande pour les malades. C'est une question de vie ou de mort. C'est dans ce contexte que Jean Viala arrive à Saint-Antoine. Jean est orphelin de père et habite Sète lorsqu'il est arrêté pour vol à l'étalage. Lors de son procès, il est condamné à 10 années de colonie agricole. Après quelques mois près de Montpellier, il est envoyé à la colonie correctionnelle de Saint-Antoine le 10 juin 1856. Il est âgé de 10 ans. Lorsque le juge a prononcé la sentence, je n'ai pas bien réalisé. Il m'a d'abord parlé de Montpellier, et puis d'une île perdue au large de Marseille, avec une toute nouvelle colonie faite pour des jeunes comme moi. Quelques jours après, j'étais sur un bateau, c'était l'enfer. Le froid, le mal de mer. Quand on a débarqué sur le port, on pensait que le pire était derrière nous. En fait, le pire était à venir. Les baraquements qui nous servaient de dortoir se situaient au fond d'une petite vallée, à même pas 1 heure rapide d'Ajaccio. La première chose qui m'a frappé quand je suis arrivé, c'est que c'était les colons eux-mêmes qui construisaient les baraques. On nous demandait de construire notre propre prison. Durant l'année 1856, il y eut 13 nouveaux décès. Persuadé que les travaux d'assainissement réalisés par les enfants amélioreraient la situation, la direction de Saint-Antoine persiste. Mais à Paris, le nombre important de morts qui sont décrits dans les différents rapports inquiète le ministère. En novembre 1856, l'inspecteur général pour l'agriculture, Louis-Amédée Boitel, conduit une inspection des pénitenciers de Corse. En janvier 1857, il remet son rapport au ministre. L'insalubrité de Saint-Antoine, attestée par le directeur et le sous-directeur et renommée par les hommes pratiques, notamment par les bergers, était jusqu'à un certain point contestée par M. Carlotti, inspecteur du pénitencier, et par M. le préfet. Ces messieurs inclinaient au contraire pour la salubrité ou au moins pour la possibilité de l'assainissement à l'aide de cultures et de quelques travaux de drainage. Dans ces opinions contradictoires, j'ai cru de mon devoir de provoquer une enquête au siège même de l'établissement, afin de connaître par la discussion et par l'examen des lieux la véritable pensée de ces fonctionnaires au point de vue de la salubrité de Saint-Antoine. Au milieu de l'infirmerie, en présence de 25 détenus malades de la fièvre, j'ai posé cette question. Pensez-vous que Saint-Antoine soit insalubre et qu'il reste insalubre quoi qu'on fasse? J'en ai la conviction, me répondit le docteur Versine. Quant à M. Carlotti, il ne met pas en doute l'insalubrité dans l'état actuel des choses. Seulement, il espère que le développement des cultures améliorera sensiblement les conditions hygiéniques de cette localité. Je traduis littéralement la réponse d'une mère de famille, à laquelle M. le préfet a demandé si le mauvais air existait au pénitencier de Saint-Antoine. « Pour rien au monde, dit-elle, je ne passerai l'été en cet endroit. À la rigueur, ce lieu peut aller pour vos détenus, mais il ne saurait convenir à mes enfants. L'autre côté de la vallée vaut-il mieux que celui de Saint-Antoine? Oui, certes, répondit-elle. Et pour compléter sa pensée, elle continue. Le versant nord, c'est la mort. Le versant sud, c'est la vie.
la création des pénitenciers agricoles de Corse avait vocation à participer à l'assainissement des plaines et au développement des cultures. Pour œuvrer dans cette tâche, l'administration avait fait appel au docteur Régulus Carlotti. Régulus Carlotti est docteur en médecine mais se passionne pour l'agriculture. Il est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages sur les questions agricoles ou de santé publique. Il avait développé une théorie qu'il devait décrire en 1869 dans un ouvrage intitulé « Du mauvais air en Corse, ses causes, son action, les moyens d'assainissement ». Régulus Carlotti était un médecin. Il était persuadé que le paludisme était le fruit de vapeurs nocives qui s'exhalaient des marées. Donc il fallait essentiellement démaquiser et assécher les marées. Et c'est pour ça qu'il voulait mettre sa théorie donc, à l'étude et réaliser cette étude. Et c'est pour cela que lorsque l'inspecteur Boitel demandait si c'était irrémédiable, la maladie, lui, il pensait que non. Il voulait aller jusqu'au bout de son expérience. Après le rapport de M. Boitel sur l'état sanitaire de la colonie, le ministre de l'Intérieur adressait rapidement au préfet de Corse une correspondance indiquant les décisions prises à la suite de l'inspection. La plus importante de ces décisions fut de ne plus laisser les détenus dans les locaux actuels pendant les 4 mois d'été. Le ministre ordonna de faire construire rapidement des refuges dortoirs sur le plateau de Castellucci, situés sur les hauteurs, afin que les enfants puissent s'y rendre tous les soirs, du 1er juillet au 1er novembre. De plus, suite aux recommandations de Régulus Carlotti, l'administration entreprit d'assécher autant que faire se peut les marécages par la plantation massive des tout nouveaux eucalyptus importés d'Australie afin d'assécher et stopper les vents empoisonnés et supprimer le maquis pour le remplacer par des cultures. Tous les jours, c'est la même chose. Lever avant le soleil et travail. Creuser, porter des pierres, pousser des brouettes de terre, ça ne s'arrête jamais. Le seul moyen pour y échapper, c'est l'infirmerie. Mais avec ces maudites fièvres, elle est toujours pleine. L'autre jour, un grand m'a montré un truc pour rester plus longtemps à l'infirmerie. Il faut se mettre de la laine dans la plaie, comme ça elle ne se referme pas. Il faut juste faire attention de ne pas se faire attraper, sinon c'est l'isolement. Au trou et au fer pendant 3 jours. Il y a énormément d'infections cutanées, de champignons que les enfants attrapent, pour lesquels ils vont être ensuite très mal soignés et parfois pour lesquels ils vont mourir. Les conditions d'hygiène sont mauvaises dans les colonies agricoles pénitentiaires. On n'a pas de drap, on dort sur des paillasses qui ne sont pas à laver, et chaque enfant après l'autre. On mange mal, très peu de viande, même pas. Des fois, dans certaines colonies, on se rend compte que c'est exceptionnel la viande, puisque par exemple, on l'offre au 14 juillet, ce qui veut dire que peut-être avant le 14 juillet, il n'y en a pas eu. C'est surtout un régime de pommes de terre, de pâtes, de riz. Monsieur le préfet, les mouvements de l'infirmerie sont toujours également capricieux. L'effectif est d'aujourd'hui de 14 malades, dont 10 enfants et 4 adultes. Le nommé Labi est décédé dans la semaine à la suite d'une diarrhée chronique, qui ne l'avait pas quitté depuis son arrivée en Corse. Nous avons 2 cas de fièvre typhoïde parmi les enfants. Leur état est presque désespéré. Monsieur Versine réclame pour eux de la glace. Il m'est impossible... À la colonie, le scorbut, les fièvres typhoïdes, les maladies digestives et pulmonaires sont le quotidien des colons. Malgré tout, avec l'aménagement des dortoirs sur les hauteurs de la vallée, le nombre de morts diminue. En 1858, pour accélérer les travaux de construction du pénitencier définitif, l'administration décide de renforcer les effectifs et porte à 209 le nombre d'enfants. Il en arrive de toute la France. Rapidement, une véritable communauté s'installe avec sa hiérarchie, ses codes et la violence inévitable inhérente à ces conditions de vie en groupe où se mélangent tous les âges et où règne la loi du plus fort. Bien sûr qu'il y a de la violence, il y a de la violence institutionnelle. On pourra parler ensuite des punitions extrêmement importantes et fréquentes et régulières, très imaginatives parfois, dans les colonies agricoles pénitentiaires. Mais il y a aussi une violence entre les jeunes, voulue, soutenue par l'institution, parce que c'est cette violence entre les jeunes qui permet qu'il n'y ait pas de solidarité entre les jeunes, donc le moins possible d'émeutes, de violences collectives.
des violences qui sont bien sûr de l'humiliation, des coups, mais aussi des violences sexuelles. Les archives sont peu bavardes, mais on peut lire entre les lignes la réalité de ce qu'était cette promiscuité de corps juvéniles dans ces établissements. Et bien sûr que les caïds ont le droit comme récompense, pour le dessert, si j'ose le dire comme ça, à un genou qui vient d'arriver et qui n'a pas encore les moyens de se défendre de ce type d'attitude. Bien sûr que la question de la violence sexuelle est au cœur aussi du quotidien de ces institutions, à la fois entre surveillants et jeunes, mais aussi entre jeunes eux-mêmes. Relire Le miracle de la rose de Jean Genet, et on a quelques éléments pour le voir de manière poétique. Je ne suis pas sûre que c'était toujours très poétique. La première année, il y a des premiers gardiens qui ont été nommés du continent, d'autres centrales. Et le gardien-chef également. Et dans les 6 mois, ils sont repartis. Il y a eu des problèmes, on ne sait pas pourquoi, mais ils ont été révoqués, il y en a qui ont été révoqués, ils sont partis. Et le reste, c'était les gens qui avaient été recrutés localement. Et la très grande majorité des gardiens étaient des gardiens corses, mais qui étaient fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. À la colonie, c'est chacun pour soi. On ne peut se fier à personne. Votre copain de chambrée peut vous dénoncer à la moindre occasion pour une récompense ou une ration supplémentaire. Le pire, c'est qu'il faut même se méfier des gardiens, qui ont souvent la main leste ou le coup de trick facile. Ils sont tous des brutes. Personne ne nous protège des mauvais traitements. En rentrant des travaux à 6 h du soir, 5 enfants ont été battus de 10 à 15 coups de martinet sur les mains donnés par le premier gardien pour avoir fait quelques observations à leur chef d'escouade. D'autres ont été mis au pain sec pour 24 heures pour le même motif. Lorsque le juge m'a envoyé ici, il a dit que c'était pour mon bien, que c'était pour me remettre dans le droit chemin. Je ne vois pas comment on peut se remettre dans le droit chemin en construisant des routes et des murs toute la journée jusqu'à épuisement. Du matin jusqu'au soir, on creuse, on plante, on défriche. Un vrai travail de forçat. Toute la vallée est en culture. On voit aujourd'hui que des maquis, tout était en culture, tout était planté, tout était semé. Pour les années 1860, par exemple, il avait été prévu 40 hectares de plantation. Dans les 40 hectares de plantation, il y avait 10 hectares de vignes. Et le reste 30 hectares, c'était du blé, c'était du maïs, c'était des jardins, etc. En plus de ces travaux de plantation, il y avait des travaux d'élevage. Il y avait plusieurs centaines de moutons qui étaient élevés par les enfants. Plus, il y avait quand même la taille des arbres, le ramassage des olives, des oliviers. Donc, il y avait pas mal de travail de la ferme. C'est dans le principe même des colonies agricoles pénitentiaires. Il s'agit de les former, d'en faire des travailleurs. On est au XIXe siècle. Mais petit à petit, la notion de la formation va être oubliée au bénéfice de l'activité. De l'activité. On va les faire travailler. D'abord, les faire travailler parce que ça va faire de la production et ils vont produire. Et puis ensuite, les faire travailler parce que ça va les fatiguer, les épuiser et qu'on aura beaucoup moins de problèmes dans le cadre de la discipline à l'intérieur de ces institutions. Un jour, le directeur nous a convoqués. Jeunes gens, à partir de demain matin, vous descendrez tous les jours jusqu'à Ajaccio pour récupérer du fumier. En fait de fumier, il s'agissait de faire le tour d'Ajaccio pour ramasser les excréments des habitants et en faire de l'engrais pour nos cultures. C'était horrible. Toute la journée, on traînait une odeur de merde sur nous. Obligés de ramasser avec des pelles tout ce que la ville produisait. Au début, tout le monde se battait pour sortir de Saint-Antoine et voir du monde, mais au final, plus personne ne voulait descendre. Comme beaucoup, à la suite de ces corvées, je suis tombé malade. Une espèce de fièvre. Le directeur disait que c'était les allers-retours vers Ajaccio qui nous fatiguaient. Mais moi, je suis sûr que c'est de manipuler toute cette merde qui nous rendait malades. La preuve, c'est qu'au bout de quelques mois, il y avait tant de personnes à l'infirmerie qu'ils ont arrêté la collecte. La seule chose qui donnait le moral pendant cette période, c'est que le pénitencier définitif était presque terminé. On allait enfin pouvoir dormir loin des moustiques et des fièvres.
À partir de 1862, c'est la politique des grands travaux. Dans le nord de la Corse, un troisième pénitencier agricole voit le jour, à Casabiande. Devenu directeur de la colonie de Saint-Antoine le 28 mai 1861, le docteur Régulus Carlotti était à la recherche de nouveaux bras qui puissent répondre au plan de développement de la colonie. Outre les cultures en terrasse et les murs de soutènement, l'administration entreprend, à Coty et à Saint-Antoine, la construction de barrages et de canalisations d'eau. Pour Saint-Antoine, ce sera le barrage de la Lise, 10 000 m3 de retenue construit par l'entreprise Clada, avec comme main-d'œuvre les enfants de la colonie. Pour l'époque, l'ouvrage est imposant. Il sera d'ailleurs cité en exemple lors de l'Exposition universelle de Paris de 1878. Avec ces ouvrages et l'avancement des travaux, le tout nouveau directeur est en passe de gagner son pari. En quelques années, et grâce au travail des enfants, la vallée s'est transformée. Certes, les fiefs sont toujours là, mais avec le tout nouveau bâtiment sur les hauteurs de Castellucci, on ne meurt plus à la colonie. En tout cas, moins rapidement. En revanche, la discipline, elle, est de plus en plus dure. Lorsque les enfants étaient punis, lorsqu'ils avaient commis, disons, un délit, dans les colonies agricoles classiques, c'était le directeur qui sermonnait, etc. Saint-Antoine étant une structure d'État, c'était le code des prisons, comme je l'ai déjà dit, qui s'appliquait. Et donc les enfants étaient traduits devant le prétoire. Les premières punitions, ça peut être une privation de repas, ça peut être aller faire quelques kilomètres dans la nature, éplucher quelques kilos de pommes de terre, voilà. Et puis après, ça, vraiment la punition la plus... Après, il y a les coups, et puis après, mais ça, c'est pas vraiment autorisé. Et puis après, la punition la plus autorisée et la plus légale, on va dire, et très, très fréquente dans les colonies agricoles pénitentiaires, c'est le mitard, c'est le cachot, c'est l'isolement. Ils étaient enfermés dans un réduit très étroit, avec une fenêtre à plus de 2,50 m de hauteur, c'est tout, pour donner un peu de jour, ils ne voyaient rien. Et il existait même des cellules obscures où ils étaient dans le noir complet. Et là, on laissait pendant des mois et des mois. On a trouvé dans les rapports des adultes qui étaient 6 mois dans le noir absolu quotidien. Quand ils sortaient, ils étaient comme fous. Vous allez avoir des enfants qui vont être totalement détruits par cette violence, et vous allez avoir des enfants qui vont se révolter contre cette violence et qui vont être dans une escalade de violence. Il y a de l'automutilation, il y a des enfants qui arrêtent de se nourrir, et il y a des enfants qui vont faire des tentatives de suicide. On n'a aucun chiffre. Le suicide au 19e siècle, c'est le péché absolu. On ne fait pas de publicité autour du suicide, et c'est extrêmement compliqué de savoir si un enfant est mort parce qu'il s'est donné la mort ou dans d'autres conditions. On a très peu de choses sur le suicide, et encore très tard. Les tentatives de suicide après 1945 sont encore considérées comme de la provocation, du cinéma, et on peut encore, même à Savigny, après 1945, dans un centre d'observation, envoyer au mitard un enfant qui a fait une tentative de suicide. Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous informer que la nuit dernière, vers 10h30, le dénommé Ledoux a été surpris par le prévôt Legros et le sergent Maxence en flagrant délit de pédérastie avec le détenu Mazet, évadé réintégré. Le gardien Agostini Hercule était de garde. Il a mis les 2 délinquants au cachot, mais il n'a pu leur mettre les fers faute de menottes et d'entraves. Ce préposé nouvellement installé a négligé de les fouiller. Mazet a profité de cet oubli pour cacher dans son chausson un petit couteau avec lequel il s'est ouvert ce matin la veine du bras gauche. Le premier dimanche de chaque mois, on était autorisé à écrire à nos parents ou à notre famille.
Comme il n'y avait pratiquement pas d'école à la colonie, un gardien nous aidait à le faire. Les réponses étaient rares, et si nous voulions avoir une chance que notre courrier parte, il ne fallait surtout pas raconter ce que nous vivions. Sans nouvelles de leurs enfants ou à la réception de lettres clandestines, de nombreux parents s'inquiétaient et s'adressaient aux autorités de leur domicile pour obtenir une libération conditionnelle ou tout au moins une lettre rassurante. Le 11 août 1856, en réponse à un courrier du préfet qui l'interrogeait sur une demande de libération faite par ses parents, le directeur écrivait : En réponse à votre dépêche du 6 août courant, relatif au jeune Bourgon, dont les parents réclament la mise en liberté provisoire, j'ai l'honneur de vous informer que ce détenu est décédé à l'hospice d'Ajaccio le 3 décembre 1855. On a même des lettres qui disent « Mais maman, pourquoi tu ne m'écris pas? Je n'ai pas de tes nouvelles depuis tellement longtemps. » Et dans le dossier, juste à côté, la lettre de la mère qui dit « Mais je ne comprends pas, c'est le 3e colis que je t'envoie et je n'ai toujours pas de réponse de ta part. » À la même époque, Madame Veuve d'Ussel demande la liberté provisoire de son petit-fils, Humbert Henry, dont les parents sont décédés. Le directeur, agacé de toutes ces requêtes, répond au préfet : Le dénommé Humbert est un garçon fort vigoureux dont la conduite est bonne et le travail satisfaisant. Toutefois, j'attire votre attention sur le fait que la grand-mère du jeune Henri a encore 3 jeunes enfants à surveiller. Dans ces conditions, monsieur le préfet, la demande de la veuve d'Ussel ne me paraît pas méritée d'être accueillie. Malgré la surveillance des gardiens, un soir d'avril 66, nous avons tenté de nous échapper de la colonie. Nous étions 5. Périchou, Béraud, Pilot, Moisan et moi. Nous étions tous les 5 placés en brigade de punition. Faute de place, le soir, nous dormions dans la même cellule. Malgré nos fers aux pieds, nous avons réussi à forcer les barreaux et à glisser jusqu'en bas avec nos couvertures. Les gardiens ronflaient tellement fort qu'ils ne nous ont même pas entendus. Je me souviens très bien de leurs noms, Trinita et Venturini. Grâce à nous, ils ont pris 10 jours sans solde. Bien sûr qu'il y a des évasions. Il y a des évasions et il y a eu des évasions tout au long de l'histoire des colonies agricoles pénitentiaires. Il y a eu certainement plus de projets d'évasion que d'évasions réussies. Il y a eu beaucoup d'évasions qui ont avorté et beaucoup d'évasions où les évadés se font rattraper. Dans la plupart des cas, les enfants se font rattraper. L'administration avait fait paraître dans la presse dès l'ouverture en 1955 un avis où il était indiqué que si un enfant s'échappait, ou un adulte, des pénitenciers de Cotitiave ou de Saint-Antoine, le citoyen qui les ramènerait aurait une prime de 25 francs. Mais 25 francs à l'époque, c'était énorme, puisque l'ouvrier agricole touchait 2 francs par jour. Et s'il partait aux 2 ou 3, la personne qui ramenait 3 jeunes, donc il touchait 3 fois 25 francs, c'était des fortunes. On n'a pas été bien loin. On s'est caché dans des vignes et au petit matin, on est tombé sur un garde champêtre et des paysans qui nous ont poursuivis. À midi, on était de retour à la colonie, direct au cachot. En 1866, 11 ans après son ouverture, la colonie correctionnelle de Saint-Antoine ferme définitivement ses portes. La forte mortalité liée aux problèmes d'insalubrité furent en grande partie la cause de cette fermeture. Sur les 1136 enfants qui passèrent par cet établissement, 160 devaient décéder. À ce moment-là, 275 enfants étaient encore présents au sein de l'établissement. 11 devaient décéder dans les premiers mois de l'année, 106 ont été libérés et 178 ont été transférés vers d'autres colonies, notamment vers celle de Sainte-Anne, sur l'île du Levant. Parmi les libérables, tous ne rentrent pas chez eux. En 1864, le directeur Régulus Carlotti intervient auprès du ministre de l'Intérieur pour faire engager les jeunes détenus directement dans l'armée sans l'avis des parents. Ce sont ainsi une quinzaine de jeunes qui sont enrôlés dans l'armée française. D'autres sont renvoyés chez eux et quelques-uns sont libérés avec interdiction de retourner dans leur famille pendant 3 ans. Quel bonheur lorsque le directeur nous a annoncé notre libération. J'étais tellement content que je n'ai pas compris tout de suite quand il m'a parlé de cette lettre de 7 et de ma conduite durant toutes ces années. Le jeune Viala est un de ces êtres dont la société aura toujours besoin de surveiller.
Il y a chez lui une absence à peu près complète de sens moral et presque de sentiment. Il est toujours brutal, paresseux et ne se préoccupe que de satisfaire ses besoins matériels. La lettre de monsieur le maire de Sète, dont je joins copie, prouve qu'il trouvera dans sa famille des mauvais exemples et des incitations à mal faire. Le directeur sous-signé pense donc qu'il sera dans l'intérêt de la société, comme dans celui, bien entendu, du jeune libérable, de lui assigner une autre résidence que celle de Sète. Les enfants qui étaient libérés étaient mis sur le bateau, on leur payait leur place de bateau, on leur donnait un trousseau, on les habillait, on leur donnait une petite somme, un tout petit pécule, et là, ils avaient un sauf-conduit, donc, pour présenter aux autorités, parce que le vagabondage était interdit à l'époque. Et un jeune qui était arrêté par la maréchaussée, s'il n'avait pas de papier, s'il ne disait pas ce qu'il faisait, donc il avait un sauf-conduit pour se rendre chez lui. Il avait une autorisation de circuler. Et donc il circulait sur les routes à pied, et il repartait pour rejoindre leur lieu d'origine, que ce soit le nord de la France, que ce soit l'Est, que ce soit la Normandie, la Bretagne, la région parisienne, il partait à pied. Dès le lendemain, on m'a remis la somme de 11 francs, un habillement complet et un billet pour le bateau vers Marseille. Je quittais donc Saint-Antoine après 10 ans de travail et d'humiliation. Et même après tout ce temps, on m'empêche de rentrer chez moi. Quel crime ai-je donc bien pu commettre pour mériter cela? Aujourd'hui encore, je continue à me poser la question. C'était brutal, c'était brutal. Une décision ministérielle qui sortit un arrêté. Et il était dit que la colonie correctionnelle Saint-Antoine était supprimée et était remplacée par un pénitencier d'adultes. Le pénitencier pour adultes a perduré jusqu'au début du XXe siècle. Le pénitencier de Casabian a perduré, puisqu'il existe toujours aujourd'hui. Pendant la guerre de 14, les prisonniers allemands et serbes, etc., y ont séjourné pendant quelques années. Là, ils avaient bien culture, ils travaillaient dans les pénitenciers. En 1919, on a créé une école d'agriculture qui a duré quelques années. Puis après, on a loué les domaines pendant quelques années, puis c'est tombé en désuétude. Après la fermeture de Saint-Antoine, l'administration pénitentiaire poursuit la création d'établissements. Belle-Île-en-Mer, Agnan, Montesson. À cette époque, plus d'une cinquantaine de colonies sont réparties sur tout le territoire. 29 ans après l'expérience et l'échec de Saint-Antoine, l'État ouvre une nouvelle colonie correctionnelle à Ess, dans le Lot-et-Garonne. Là aussi, discipline, pratiques coercitives et répression y sont la règle. Il faut attendre le début du XXe siècle pour voir une évolution du système judiciaire. À partir de 1911, l'administration pénitentiaire, qui relevait du ministère de l'Intérieur, va être confiée au ministère de la Justice. En 1912, c'est la création des premiers tribunaux pour enfants, et en 1927, les colonies pénitentiaires changent de nom pour devenir des maisons d'éducation surveillées. Le nom change, les méthodes restent les mêmes. Mais dans les années 30, de plus en plus de voix se font entendre pour dénoncer le système des pénitenciers pour mineurs. Une importante campagne de presse menée entre autres par Alexis Danan, grand reporter à Paris Soir, dénonce les mauvais traitements et les conditions de vie des jeunes colons. C'est la révolte des petits bagnards de Belle-Île-en-Mer en été 1934 et la chasse aux enfants qui s'en suivit qui soulèvera dans la population une vague d'indignation sans précédent. Les fermetures s'enchaînent. 100 ans après sa création, la colonie privée de Mettray ferme ses portes. 17 000 enfants seront passés entre ses murs. En 1937, César Camping, député de la Corse et garde des Sceaux, présente une proposition de loi pour le droit et la protection des mineurs. Mais ce sera sa femme, Hélène Camping, avocate et fille du député de la Corse Adolphe Landry, qui, à la mort de son mari, reprendra le combat pour la protection des enfants en justice. Elle préside alors la commission qui rédige l'ordonnance du 2 février 1945 portant sur l'enfance délinquante. Cette ordonnance marque une rupture dans le traitement judiciaire des mineurs.
On met en place les juges pour enfants et une direction de l'éducation surveillée est créée quelques mois plus tard. La justice des mineurs devient une justice spécifique. L'ordonnance de 1945 fait toujours référence et reste au cœur du débat public. Aujourd'hui, la colonie correctionnelle de Saint-Antoine a laissé place à un établissement hospitalier. Le maquis a recouvert les cultures en terrasse et seule une ruine et quelques murs témoignent encore du passé de la vallée. C'est important de savoir que ces questions se sont posées il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Comment on a essayé d'y répondre, comment on a essayé de les résoudre et comment on n'y est pas arrivé. Enfin, je veux dire, c'est même un matériau très riche. Hein, mais il ne s'agit pas d'être des donneurs de leçons. L'histoire, elle n'apporte pas des leçons. Mais elle aide à réfléchir et elle questionne.